il y a peu de choses qui mettent l'être humain dans une colère noire. L'injustice, l'ignorance, la bêtise, se faire battre par un boss à un coup de la victoire, le goût des croissants dans les pays étrangers, c'est dégueulasse, et une certaine appréciation que tu as dû avoir une fois dans tes copies. Tu écris comme tu parles. C'est la pire appréciation, la pire observation que tu puisses avoir durant ta scolarité parce qu'elle apporte absolument aucune perspective de solution pour remédier à la situation. En gros, t'es là, tu vois l'appréciation et tu te dis « Ok, mais je fais comment pour régler le problème ? C'est quoi la solution ?» Dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette problématique. On va aller chercher les origines du problème et trouver les bonnes solutions pour y remédier. C'est parti. Avant toute chose, il faut que tu saches que les problèmes de rédaction, c'est quelque chose de tout à fait normal. J'irai même plus loin, c'est quelque chose que tu allais forcément rencontrer à un moment dans ta scolarité. Donc sois rassuré. Mais pour ça, il faut qu'on revienne d'abord sur les concepts d'expression écrite et d'expression orale. Il faut comprendre que l'expression écrite et l'expression orale, ce sont deux modes d'expression complètement différents. Et pour cause. Parler, ça fait partie de la nature humaine, c'est le moyen d'expression inné de l'humain, alors que l'écriture, c'est une construction humaine. L'humain, il est né avec la parole. Donc on communique tous de la même manière, en utilisant le même endroit du corps, savoir les cordes vocales. Mais il a construit des systèmes d'écriture qu'on doit apprendre à développer et maîtriser. D'où l'idée qu'on n'ait pas les mêmes alphabets, les mêmes systèmes d'écriture. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question, pourquoi écrire quand notre moyen de communication le plus simple et inné en nous, c'est la parole? Et la réponse, elle est très simple, c'est parce que l'écriture, ça permet de garder des traces dans l'histoire. Le fameux proverbe « les paroles s'envolent, les écrits restent », qu'on connaît tous, il met vraiment en lumière l'idée que dans la civilisation humaine, c'est ce qui est écrit qui reste et qui permet de mieux comprendre ceux qui nous ont précédés. Les connaissances d'avant, elles perdurent et elles se gardent. Les religions continuent de se transmettre de la même manière, avec les mêmes rites, les mêmes croyances, etc. Et plein d'autres choses. Donc, écrire, c'est quand même important, et bien écrire, c'est vraiment important. Donc, un des deux modes d'expression, il est ancré en nous, alors que l'autre, on doit l'apprendre. Et on le voit également dans le développement de la vie d'un être humain. Tu apprends à parler avant d'écrire, mais il y a quand même un bon décalage entre l'apprentissage de la parole et l'apprentissage de l'écriture. De façon générale, on commence à parler à l'âge de environ 2 ans, alors qu'on commence à écrire à partir de l'âge de 6-7 ans. Parler, c'est une faculté qui est inhérente à la nature humaine, alors que écrire, c'est une compétence qu'on développe. Et là, tu dois commencer à comprendre l'origine du problème. Qui dit compétence à développer, dit temps, effort, objectif clair et galère. Donc forcément, durant notre scolarité, on va forcément finir par se heurter à ce problème-là. Et le problème, il arrive plus tôt que prévu. Alors qu'en primaire, le focus, il était mis sur la mémorisation des fondamentaux, type grammaire, conjugaison, calcul, tout ça, à partir du collège, on va commencer à nous demander un exercice avec lequel on n'est pas du tout à l'aise. On va nous demander d'écrire des rédactions. On va nous donner une idée et on va nous demander d'écrire sur cette idée. Et à ce moment-là, on se rend compte que on a 3 blocages. On ne sait pas transformer notre pensée en écrit construit. On ne connaît pas les codes de l'expression écrite. Et parfois, on se rend compte que ce qu'on pensait comprendre, on ne comprend pas si bien que ça. Et ce problème, il s'accentue au fur et à mesure de la scolarité. Parce que plus tu avances, plus on te demande de rédiger, mais surtout, plus on te demande de la profondeur dans tes écrits. Et plus on te demande de mettre de la longueur dans tes écrits. On le voit au lycée avec la fameuse dissertation, et ça s'accentue durant les études supérieures avec le fameux mémoire et la thèse de doctorat. Donc si on te fait cette remarque au lycée ou durant les études supérieures, en vérité, tu as ce problème depuis plus longtemps que ça. Maintenant, on va entrer dans les détails sur ces 3 blocages. Premièrement, il faut savoir que dans notre cerveau, la pensée, c'est un mécanisme inconscient. La pensée, elle ne nous vient pas de façon ordonnée. C'est un flux d'informations continu qu'on passe notre temps à essayer de clarifier. On a des milliers, des millions de choses qui nous traversent l'esprit tout au long de la journée. Et même quand on se met à penser à quelque chose de spécifique, c'est la même chose. Tu as cette sensation que beaucoup de choses te viennent directement à l'esprit, de tous les côtés, sans que tu saches comment ça vienne et quoi en faire et comment l'ordonner. Et le problème avec ça, à l'écrit, c'est que beaucoup d'étudiants se mettent directement à écrire quand ils pensent à leur sujet parce qu'ils ont peur d'oublier. Résultat, l'étudiant voit le sujet, il prend sa copie et il commence à écrire tout ce qui lui vient à l'esprit. Et ça donne forcément un écrit pas ordonné, spontané, pas construit, et donc quelque chose de brouillon. C'est pour ça que tu as la sensation que, ou même tu as eu cette appréciation que ton écrit va dans tous les sens. Le deuxième blocage, c'est sûrement celui qui cause le plus de dégâts. Comme on ne connaît pas les codes de l'écrit, on va forcément poser à l'écrit notre réflexion telle qu'on la pense dans notre tête. Mais comme tu l'as bien compris, tu peux pas espérer produire quelque chose de clair en transposant directement ta pensée à l'écrit. Il faut avant tout l'ordonner, l'organiser et l'adapter à ce à quoi tu dois répondre et à ce qu'on te demande. Et ça, c'est tout l'art de l'argumentaire. Poser un argumentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est
affirmer une idée et renforcer cette idée avec des arguments, des preuves, des exemples qui illustrent ton idée, réfuter le contraire de cette idée-là, donner plusieurs applications dans la vie réelle, etc., etc. Et en fait, c'est comme quand tu débats à l'oral avec tes amis. Imaginons que tu as envie de dire à tes amis que l'éclair au chocolat, c'est le pire dessert du monde. Tu vas affirmer cette idée-là, l'éclair au chocolat est le pire dessert du monde, mais tu dois argumenter cette idée-là en donnant des preuves, en illustrant ton propos, etc. Tu peux dire par exemple que la crème pâtissière à l'intérieur, elle est dégueulasse, que le glaçage au-dessus, ça va pas du tout, ça se marie pas avec la crème pâtissière et la pâte à choux. Tu peux dire que la combinaison des trois, c'est super lourd. Tu peux dire que le Paris-Brest, il est infiniment meilleur que l'éclair au chocolat, etc., etc. Ça se voit que j'aime pas les éclairs au chocolat. Et ce problème, ce blocage, il est aussi dû au fait que beaucoup d'élèves apprennent leurs cours par cœur en vue d'une rédaction. Leur fil de pensée, il est finalement réduit à leur cours et ils récitent leur cours dans leur rédaction. Mais si la rédaction, c'était réciter son cours en entier, la consigne, ce serait récite ton cours en entier. Donc c'est pas ce qu'on attend de toi. Et c'est donc pas la solution à envisager quand tu veux te préparer pour une rédaction. Et enfin, on va parler du troisième blocage qui est très important et des fois c'est celui dont on se rend le moins compte. Et en réalité, il est plutôt simple et il se résume en une seule phrase. Si tu sais pas de quoi tu parles, tu peux pas en parler, tout simplement. Si tu me demandes d'écrire une dissertation sur la disparition des baleines, je ne pourrai rien écrire parce que je ne connais rien du sujet. Si tu demandes à un lycéen qui prépare le bac français d'écrire une dissertation sur la critique du système dans les fables de La Fontaine, peut-être qu'il pourra écrire certaines choses, mais s'il ne comprend pas le concept de la critique du système en place dans les fables de La Fontaine, il ne pourra pas écrire grand-chose. Et il est là le problème. Souvent, on a du mal à rédiger parce qu'on n'a pas assez de connaissances sur le sujet, ou du moins qu'on ne maîtrise pas assez bien le sujet. Quand on n'a pas assez de connaissances d'un sujet, ou du moins qu'on s'est contenté de retenir des informations sans bien les maîtriser, on ne peut pas écrire dessus. Maintenant qu'on a parlé de ces 3 blocages, la grande question et l'objectif de cette vidéo, c'est comment on fait pour y remédier. Pour remédier à la situation, il faut comprendre par quelles étapes on passe pour construire une rédaction. Et pour ça, je t'ai préparé un petit schéma. Globalement, il y a 4 aspects à prendre en considération pour que tu puisses régler ton problème de rédaction. Le premier, c'est celui de la maîtrise de ton sujet. Le deuxième, c'est le concept d'association d'idées. Le troisième aspect, c'est la construction d'une pensée claire. Et le quatrième aspect, c'est l'aspect des codes de l'écrit. Il est probable que tu n'aies pas à travailler sur tous les aspects, mais c'est bien que tu les comprennes tous pour savoir sur quoi tu dois bosser à chaque fois que tu rencontres un problème avec tes rédactions. Et maintenant, on va parler plus en détail de chaque aspect. Le premier, c'est celui de la maîtrise. C'est simple, comme je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas parler d'un truc que tu ne comprends pas. Donc, il va falloir t'assurer que tu comprennes bien le sujet sur lequel tu dois disserter. Est-ce que le thème du cours, il est clair pour moi? Est-ce que les mots, le vocabulaire, la terminologie du cours sont clairs pour moi? Est-ce qu'il y a des termes que je ne comprends pas? Est-ce que j'arrive à répondre à des questions simples sur le cours? Est-ce que si on me met dans une situation dans laquelle je dois mobiliser les connaissances du cours, je suis capable de le faire? Bref, avant d'écrire sur un sujet, il faut d'abord qu'on vérifie qu'on est capable de parler de ce sujet. Et là, ça va te demander une question honnête avec toi-même. Est-ce que je comprends ce que je suis en train d'apprendre? Le deuxième aspect, c'est celui de l'association des idées. Concrètement, il découle du premier. L'objectif, c'est de réussir à mobiliser les connaissances de ton sujet avec les notions qu'on te demande d'aborder. Et ça, c'est la fameuse phase de brouillon. Au lieu de vouloir tout écrire tout de suite sur ta copie, tu vas d'abord prendre un brouillon et y écrire tout ce qui te passe par la tête concernant le sujet. Puis, tu vas noter, si le sujet te le permet, les différents exemples de ta culture personnelle qui te viennent à l'esprit, qui pourraient être sympas à ajouter, les exemples que vous avez vus en cours et qui pourraient illustrer ton propos et surtout enrichir ta réflexion. Et enfin, avec des stylos de différentes couleurs, tu vas pouvoir réunir les idées que tu as notées par groupe d'informations qui vont ensemble et qui traitent, entre guillemets, de la même thématique. Le troisième aspect, c'est la construction d'une pensée claire. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, pour construire une pensée claire, il faut comprendre le concept de l'argumentaire. Mais il y a autre chose de très très important. Il faut absolument que tu comprennes la méthodologie de l'écrit. Et là, je vais te donner 3 exemples différents pour que tout le monde s'y retrouve. Dans des rédactions où tu dois raconter des histoires, on t'apprend le concept du schéma narratif. Situation initiale, éléments perturbateurs,
péripéties, dénouement, situation finale. Quand on te demande d'écrire des rédactions où tu dois raconter des histoires, c'est souvent le cas au collège, on te demande de respecter ce schéma. Et si on te demande de respecter ce schéma, c'est qu'il y a une raison. Si tu racontes une histoire sans prendre en compte le schéma narratif, non seulement ton histoire va aller dans tous les sens, mais en plus de ça, vu que on comprendra rien, il y a de fortes chances que ton correcteur arrête de te lire. Parce que ta rédaction, c'est pas une histoire, c'est une suite d'informations sans queue ni tête. Dans une histoire, dans un livre, dans un film, si le schéma narratif il est pas respecté, l'histoire elle a aucun sens. Et on n'accroche pas. D'ailleurs, si tu regardais un film au cinéma ou chez toi sans schéma narratif et sans fil conducteur, il y a de fortes chances que tu te dises « j'ai rien compris, l'histoire elle va dans tous les sens, j'arrivais pas à suivre parce que c'était n'importe quoi ». Et ça, c'est peut-être aussi la réaction de ton correcteur quand il lit ta copie. Dans certains cas, dans certains cursus d'études, l'écrit, il est encore plus réglementé. C'est le cas, par exemple, de la note de synthèse dans les concours de la fonction publique ou dans certains concours de droit, ou de l'étude de cas dans les matières en droit, dans les cursus en droit, où il faut respecter le concept du syllogisme juridique. Si tu ne comprends pas le concept du syllogisme juridique quand tu es en études de droit et que tu ne le respectes pas dans les études de cas, c'est très simple, le correcteur, il lit même pas ta copie. Et tu as souvent une note éliminatoire. Tu respectes pas la trame, il te lit pas. Donc c'est là que tu vois que dans la méthodologie, il y a la construction de ce fil conducteur, cette pensée logique et claire pour qu'on puisse te suivre dans ce que tu as à dire. Troisième exemple, dans les dissertations type français, histoire, philo, économie, etc., le plan, il est toujours le même, intro, développement, conclusion, et la construction de ton plan va entièrement dépendre de ta problématique. La question que tu vas poser en intro et la façon dont tu vas la poser va déterminer le squelette de ton développement. Et il y a en général 4 types de plans. Le plan thématique, le plan chronologique, le plan dialectique, c'est le fameux thèse, antithèse, synthèse, et le plan analytique, le fameux problème, cause, conséquence. Maintenant, tu peux me demander comment on fait pour choisir le plan, mais ce plan, il doit te sauter aux yeux quand tu choisis la problématique, ou du moins quand tu vois déjà le sujet. Imaginons que tu as une dissertation de philo pour les élèves de terminale sur la loi et la justice, et que tu poses ta problématique, la loi est-elle juste? Tu te rends compte que la question que tu poses, ta problématique, c'est une question fermée. La loi est-elle juste? La seule réponse qu'on peut donner, c'est soit oui, soit non. Donc forcément, ton plan, il doit suivre la logique de cette question. Donc, le seul plan qui vient à l'esprit pour une telle problématique, c'est forcément le plan dialectique. Oui, non, et dans une troisième partie, on essaie de concilier les deux. Parce que c'est la nature de ta question qui permet uniquement de faire ce plan. Autre exemple, imaginons tu as un sujet d'histoire et ta problématique c'est comment les États-Unis ont affirmé leur domination durant la guerre froide. Ton plan, il sera forcément thématique parce que il y a plusieurs thématiques à aborder dans cette histoire. L'expansion de l'idéologie capitaliste et de la démocratie du côté des Américains, les guerres qui ont été faites par pays interposés entre l'URSS et les États-Unis, et la course à la domination technologique à travers les différentes découvertes ou même à travers la course vers la Lune. Et ici, ce plan, tu pouvais avoir un indice avec le premier mot de ta question, qui est le comment. Donc forcément, tu avais un plan thématique qui était forcément tout prêt pour toi. Tu comprends donc ici que pour construire un plan qui tient la route, il faut d'abord trouver la bonne question. Et au final, c'est logique. Tu peux pas répondre à une question si tu ne connais pas la question. Et enfin, le quatrième aspect, c'est le plus important pour moi et c'est selon moi le plus problématique. J'ai mis les codes de l'écrit, mais ça commence par une chose, la maîtrise de la langue française. Tu pourrais me dire, ouais, je parle français, je vois pas de quoi tu parles, mais est-ce que tu sais qu'il faut moins de 1000 mots pour s'exprimer en français à l'oral, mais que dans la langue française, il y a 60 000 mots. Et si je te dis ça, c'est pas pour rien, parce que à l'oral, la spontanéité, elle est de mise. On dit les premiers mots qui nous viennent à l'esprit pour traduire une idée, quitte à faire de la périphrase pour se rappeler d'un mot qu'on ne connaît pas. Tu sais, le fameux « mais si tu sais, tu vois le métier dans lequel on empaille les animaux ?» La taxidermie. Ça, tu peux te le permettre à l'oral. À l'écrit, non. À l'écrit, comme tu as le temps de réfléchir et de choisir tes mots avant de les poser, on va te demander de la précision. Mais comment tu peux être précis quand tu ne connais même pas ces mots? Comment peux-tu écrire dans une langue qu'en réalité, tu ne maîtrises pas entièrement? Et là, j'ai même pas mentionné les problèmes de grammaire, de conjugaison, de syntaxe pour produire des phrases correctes grammaticalement et agréables à lire, mais ça fait partie aussi globalement de la maîtrise de la langue française, c'est pas uniquement le vocabulaire. Et pour moi, il est là le plus gros problème des étudiants, c'est qu'ils manquent de vocabulaire et parfois ils ont de sérieuses lacunes dans la maîtrise de la langue française, en grammaire, en conjugaison, en syntaxe et autres. Et quand
ton vocabulaire il n'est pas assez précis, tu ne peux pas espérer produire des écrits précis, pertinents et qualitatifs. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'exposer à du vocabulaire plus élaboré. Et là, pas de secret. La lecture, le développement de la culture personnelle, échanger, écouter, regarder des personnes qui s'expriment avec un vocabulaire plus élaboré, élever le niveau de la langue, reprendre des cours de français, revoir ses cours de conjugaison et de grammaire quand on ne maîtrise pas les temps, parce que ça c'est chaud, surtout quand on avance dans son cursus universitaire, diversifier ses lectures pour diversifier son vocabulaire, bref, quand on dit lire c'est important, bah voilà, là c'est important. Et au final, tu pourrais te demander une chose, est-ce que ça vaut le coup de faire autant d'efforts pour améliorer sa rédaction alors que après ça, on n'aura plus à faire de dissertation ou de rédaction le reste de sa vie. Et en vrai, je te comprends un petit peu pourquoi me casser la tête pour un truc que je ne ferai plus après. Et c'est là que tu te trompes parce que apprendre à rédiger, c'est bien plus que ça. C'est pas seulement apprendre à écrire et à faire de belles dissertations, c'est apprendre à penser. C'est apprendre à créer un fil de pensée construit et clair. C'est apprendre à construire un argumentaire. C'est apprendre à débattre et défendre ses idées. Quand tu apprends à mieux rédiger, tu apprends à mieux t'exprimer. Et on l'a dit au début, l'expression écrite, mais aussi l'expression orale, c'est un moyen de laisser des traces. Et on aime écouter les gens qui savent communiquer. On aime les écrits et les traces des gens qui ont réussi à produire quelque chose de beau, quelque chose de bien construit. Parce que là, on parle des études, mais on peut facilement extrapoler. Personne n'aimerait les sagas comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter si c'était pas extrêmement bien raconté. La richesse de l'univers, du vocabulaire, la profondeur des sujets traités, la créativité, tout ça font de ces écrits des œuvres durables qui resteront dans le temps. Et au final, quand tu apprends à mieux t'exprimer, tu augmentes tes chances d'être écouté. Ta parole, qu'elle soit écrite ou orale, elle compte. Et si autant de gens regardent les vidéos de Seb ou de The Great Review, c'est parce qu'ils sont sans conteste d'excellents narrateurs. Ils savent raconter des histoires. Ils savent construire un fil de pensée sur le sujet qu'ils traitent, un fil de pensée qui rend la narration fluide, facile, agréable. Et ça, c'est ça aussi une rédaction de qualité. C'est pas forcément quelque chose de complexe, de compliqué. On te demande pas de mettre des mots que tu n'arriverais même pas à employer dans la vie réelle. On te demande quelque chose de simple, de fluide, d'agréable. Pas de mots pompeux, juste des phrases simples. Pas des idées révolutionnaires, mais des idées que tu es capable de défendre et d'assumer. Si tu comprends ça, tu as conquis ton correcteur. L'art de bien écrire, c'est l'art de bien penser. C'est l'art de bien raconter. C'est l'art de captiver et d'être écouté. Bien évidemment, mon dernier conseil, c'est de t'entraîner parce qu'on ne développe pas de compétences sans s'entraîner et sans répéter. Mais je pense que ça, c'est logique aussi. Et tu sais quoi? J'ai pas trouvé meilleur moyen de terminer la vidéo en faisant un exercice particulier. Juste après, tu verras, j'ai écrit une version écrite de la vidéo. Juste l'introduction, pas toute la vidéo parce que sinon ce serait trop long, mais c'est juste pour te montrer que à l'écrit et à l'oral, on peut vouloir dire la même chose, mais à l'écrit ce sera très différent de ce que j'ai dit au début. Ça dure quelques secondes, je t'invite à lire pour que tu puisses voir la différence entre mon intro à l'oral et l'intro à l'écrit. Voilà pour cette vidéo, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à me donner ton avis, en espérant que j'ai pu te donner quelques clés, quelques réflexions utiles pour que tu puisses améliorer ta façon d'écrire. J'espère que tu pourras produire de plus beaux écrits, de merveilleux écrits, et que ta parole comptera à l'écrit comme à l'oral. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne également, c'est un grand soutien. Merci pour ta présence et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.